Donc, en fait, les questions auxquelles on va essayer de répondre un petit peu. Alors, je vais refaire un petit point sur quelles sont les compétences principales du coach. Évidemment, vous les connaissez déjà, mais voilà, j'ai un rangement qui est le mien, que je vais vous partager. Et puis, les concepts PNL, les leviers de changement à intégrer dans les accompagnements coaching. Évidemment, je vais m'appuyer sur le programme des formations praticiens et maîtres praticiens. Mais voilà, ça permet d'avoir une vision assez claire de ce que la PNL permet d'intégrer et comment on l'apprend, donc faire un double élément. Les protocoles, hein, je vais vous nommer des protocoles. Alors, bien évidemment, les termes sont des termes qu'on ne comprend pas forcément comme ça quand on les regarde, mais je vous raconterai, je vous dirai à quoi ça sert et quel type de problématique finalement on résout avec les protocoles. La PNL a énormément de protocoles. Je pense que si vous allez voir sur le site WikiPNL, qui est notre référence, qui est fait par un enseignant PNL, extrêmement dans l'information et donc qui nous fait une base de données de tous les concepts et les protocoles PNL. Vous avez même des protocoles, vous avez tout le déroulé, vous pouvez vous en servir si voilà, ce sont des protocoles qui vous semblent cohérents avec votre façon de pratiquer. Et je pense qu'en tout, on doit en avoir entre 50 et 70. Enfin, je ne les ai pas comptés, mais voilà, il y a énormément de protocoles dans la PNL. Un protocole, c'est vraiment un exercice qu'on fait faire à quelqu'un et on le fait passer par un chemin finalement pour lui permettre de prendre conscience, de se reconnecter à de la ressource, d'avoir une prise de recul. Enfin, vraiment, la notion de protocole, c'est vraiment un exercice qu'on fait faire à une personne dans lequel on va le guider. Et on a pratiquement en PNL des protocoles pour tous les styles de problématiques. Et puis, peut-être plus dans la version maître praticien, quel travail de développement de soi pour devenir un super coach, mais au final, on adapte le maître praticien à la posture de coach et à devenir un super coach, mais en fait, c'est devenir la meilleure version de soi-même, hein. Avant tout, ça fait partie des grands parcours de développement personnel et de travail sur soi qui sont extrêmement intéressants. Et enfin, je ne suis absolument pas impartiale. Ceux qui me connaissent savent que la PNL est dans mes veines depuis mes 14 ans. Donc voilà, j'ai infusé dedans parce que ma maman est maître praticien depuis mes 14 ans. Moi-même, voilà, je suis venue dans la PNL à 28 ans. J'en ai aujourd'hui 54 et je n'en suis jamais ressortie. Donc voilà, je ne suis pas impartiale sur les parcours PNL. Donc, les compétences du coach, hein, c'est vraiment, j'ai essayé de faire un rangement avec quatre groupes. Les compétences de posture, et on va voir évidemment comment la PNL peut apporter à notre posture de coach. Les compétences relationnelles, qui sont essentielles à accompagner les personnes. Les compétences de maintien de cadre, qui bien évidemment étant donné que nous sommes la personne responsable du cadre, du coup, il faut avoir ces compétences-là, et des compétences d'accompagnement au changement. Pour faire un petit, vous partagez mon avis, c'est vrai que moi, quand j'ai été formée à devenir coach, au départ, je n'ai pas été formée à être coach. J'ai été formée aux outils d'accompagnement qui allait servir soit pour être coach, soit pour être thérapeute, soit pour être formateur. Vous voyez, en fait, la formation que moi j'ai faite, c'était il y a une vingtaine d'années. Il y avait vraiment cette idée que la PNL va nous apporter et la posture, et les compétences relationnelles, et les compétences d'accompagnement au changement. Le maintien du cadre est un élément un petit peu différent puisqu'en fait, le cadre déontologique va vraiment dépendre du métier. Donc, soit on est coach, soit on est thérapeute, soit on est formateur, soit on est consultant, soit on est conseiller. Donc ça, le maintien du cadre va un peu dépendre du métier, mais quand bien même en tant que coach ou en tant que thérapeute, là où on se doit d'être très en distance finalement de ce que la personne veut pour elle-même, on a quand même un cadre à maintenir. Donc moi, j'ai appris la PNL avec l'idée que la PNL allait répondre à toutes les compétences. Bien après, en développant le métier de coach, je me suis aperçue que j'avais besoin de structure dans
le cadre finalement structurel, les séances, comment on présente, tout ça. Donc ça, j'ai une autre formation pour l'enseigner aujourd'hui, mais c'est vrai que je trouve que la PNL répond fortement à tout ce qu'on peut faire en tant que coach. Dans la posture de coach, on a vraiment cette idée de se mettre soi dans un état de disponibilité à la séance. On a un super outil qui s'appelle État Coach. Peut-être que certains le connaissent déjà, mais c'est vraiment un modèle qui permet de s'aligner fortement et se rendre disponible à la séance de coaching. On se doit de différencier sa vision du monde de celle de son coaché. Donc vraiment, ce qu'on appelle le cadre de contraste en PNL, on a besoin de savoir rester clair avec ce qui m'appartient, ce qui appartient à mon coaché, d'écouter les résonances que ça crée chez moi, de savoir finalement qu'est-ce qui est intéressant pour travailler et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et même si j'ai des résonances très très fortes quand j'écoute les personnes me raconter leur parcours et parfois leurs difficultés, le coach se doit de savoir différencier et du coup de garder ses résonances et ses idées pour lui-même. Un coach se doit d'appliquer pour lui-même les principes d'accompagnement, c'est-à-dire comment je travaille avec ce que j'enseigne, ce que je partage avec mes clients, comment je continue à l'adapter pour moi-même. Comment j'ai un… Alors, on va y revenir, c'est la notion d'autofeedback, mais comment je sais quel outil je peux accompagner pour moi-même pour gagner en confort, peut-être pour améliorer mon efficacité, peut-être pour améliorer ma compétence, peut-être pour me rendre encore plus légitime, peut-être pour travailler au niveau de mes croyances limitantes ou de mon identité. Je me dois, en tant que coach, d'appliquer les principes pour soi-même. C'est là où la PNL, je trouve, est assez fabuleuse. Ce n'est pas évidemment la seule méthode qui pratique ça, mais comme on pratique tout ce qu'on apprend sur soi-même, bah, du coup, autant vous dire que ça fait un petit recadrage et coaching à l'intérieur des formations. Donc, il y a se mettre en état de disponibilité à la séance, mais il y a aussi rester aligné, quels que soient les propos ou les réactions du coaché. On peut avoir des réactions qui sont vives, ce qui est souvent une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai mis en place un bon espace de sécurité pour la personne que j'accompagne. Mais parfois, je peux être surprise des réactions, des propos, j'ai capacité à recadrer. On verra dans le maintien du cadre. J'aime beaucoup le recadrage conversationnel. Et il y a des fois, je me fais limite disputer, pour pas dire autre chose, par mes clients. Et évidemment, plus on va rester aligné, quels que soient les propos et les réactions du coaché, un coaché qui rentrerait dans une émotion intense d'un seul coup sans que finalement je l'ai prévu, sans que j'ai vu venir les choses, ce qui est possible bien évidemment, même s'il y a plein de moments où on les voit démarrer, hein, on les voit démarrer bien avant que ça n'arrive, mais il y a aussi des moments où, voilà. Et donc, comment rester aligné quoi qu'il arrive avec les propos et les réactions du coaching. Être conscient de ses forces et de ses stratégies d'excellence. Je trouve que je supervise pas mal de coachs et il y a parfois des gens à qui je suis obligée de dire de façon très importante, mais ce que tu as fait est super. Je trouve qu'il y a beaucoup de doutes dans ces métiers-là, ce qui est normal puisque ce sont des métiers qui sont assez solitaire en tous les cas au moment où on est avec notre client, même si on a des gens avec qui on partage, on a des groupes de pairs, on a tout un tas d'organismes de formation qui mettent en place des masterminds, des soirées pratiques, des échanges. J'imagine que dans vos groupes de formation, vous avez encore beaucoup d'émulsions. Mais être fortement conscient de ses forces et de ses stratégies d'excellence à faire ce métier va nous consolider dans nos postures. Savoir se donner de l'autofeedback constructif et bienveillant, alors bien évidemment, hein, l'idée n'est pas de savoir tout ce que j'ai mal fait, bien au contraire, moi j'aime bien me dire que le feedback doit être juste et non pas à charge, et que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Travailler sur ses croyances limitantes et structurantes, bien évidemment, ça va nous permettre de gagner en confort.
et se sentir légitime dans son activité au quotidien. Dans les compétences relationnelles, vous les connaissez certainement déjà, il y a mettre en place le rapport de confiance et l'alliance. Si vous êtes là, évidemment, vous avez fait les fondamentaux, le technicien pour la plupart, même si j'entends que certains ont commencé la partie relationnelle, la partie PNL dans leur formation, mais vous savez mettre en place le rapport de confiance. Ça fait vraiment partie des premières choses qu'on apprend dans les formations de coach ou dans les formations PNL. On se doit d'accompagner son coaché à se rendre disponible à la séance. Ce qu'on a mis en place pour nous-mêmes, on peut complètement l'enseigner à mon coaché dans une version beaucoup plus simple. Je parlais tout à l'heure de l'état coach, qui est en fait un état de disponibilité, d'ouverture, voilà, de centrage. Je peux l'enseigner à mon coaché en début de séance, suivant le contenu de la séance, par exemple. Je ne suis pas obligée de le faire à chaque fois, mais si je sens que ça va être une séance un peu particulière, un peu intense, ou que la personne arrive en étant un peu bousculée par son quotidien, ce qui vient de se passer, eh bien, on doit avoir des compétences pour accompagner son coaché à se rendre disponible à la séance. Avec parfois, on le disait tout à l'heure sur les émotions, des incompétences presque naturelles de je ne sais pas me mettre dans un état confortable, je ne sais pas accéder finalement à des états de ressources de base, des choses assez simples et oui, on est parfois sollicité pour permettre à une personne de se rendre disponible à la séance. Questionner de façon efficace sans induire, donc c'est évidemment une compétence technique que de questionner, mais comment je veille à ne pas induire quoi que ce soit pour que la personne se sente vraiment dans un espace d'exploration, d'investigation de sa problématique, de ce qui se passe pour elle et qu'à aucun moment, finalement, la personne n'entende mon avis sur la situation, qu'il soit positif ou négatif, évidemment, je dis toujours que je veille beaucoup plus sur moi-même quand je trouve mon client formidable que quand, quelque part, je ne trouve pas son projet très intéressant pour moi, j'entends évidemment. Mais voilà, si au contraire, j'ai beaucoup d'intérêt pour le projet de mon client, que je trouve que mon client a de super bonnes idées, je veille énormément à la façon dont je pose des questions. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement si j'ai une mauvaise idée ou si j'ai un jugement négatif, c'est vraiment ne pas induire, y compris quand je trouve mon client formidable. Faire du sponsoring. Je trouve que dans nos accompagnements et peut-être dans le retour que j'ai de certaines personnes, de certains coachs que je supervise, la notion de sponsoring, il y a toujours cette peut-être appréhension de comment les rendre les plus sincères possibles. En fait, dire à quelqu'un qui s'est super bien débrouillé, comment je fais pour qu'il me croie, comment je fais pour que, voilà, pour finalement être sincère et authentique dans les sponsorings que je fais. Et c'est évidemment une compétence importante dans la relation. Et puis, accueillir les propos de son coaché sans jugement, ni positif, ni négatif, à nouveau, et que mon coaché ne sache pas ce que j'en pense. La notion de maintien du cadre, donc il y a vraiment de savoir recadrer de façon bienveillante les sorties de cadre. En fait, c'est pas que nos clients, nos coachés s'amusent à sortir du cadre, mais en fait, ils ne le connaissent pas, notre cadre. Donc, comment je fais pour maintenir mon cadre et permettre à mon coaché de rester dedans et de finalement, parce que c'est un cadre de sécurité, plein et entier. Et puis, j'aime bien cette idée, en fait, on a plusieurs postures dans l'accompagnement. On a la posture haute et la posture basse. Et souvent, on nous fait tout un pataquès, tout un foin de la posture basse, surtout pas de jugement, pas d'avis sur la question, pas donner son avis, pas donner de solution. Donc, vraiment, la notion de posture basse à fond. Sauf que la posture basse toute seule ne permet pas de faire avancer un client qui aurait des difficultés à trouver pour lui-même. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée d'alterner entre la posture basse et la posture haute. Et la posture haute en PNL, elle est super bien mise en place puisqu'en fait, on va être en posture haute sur le processus d'accompagnement, sur le processus de guidage, sur le type de questions qu'on pose, sans créer de résistance. En fait, de garder
la qualité de la relation et d'être en posture basse sur la relation, mais d'être en posture haute sur le processus d'accompagnement. Et peut-être ça peut répondre à, Jean-Marc, ce que tu nous partageais tout à l'heure, même si je vais y revenir aussi sur les stratégies. Mais effectivement, c'est la responsabilité du coach que de faire un cadre de contraste entre voilà d'où on part, voilà les éléments qui vont nous permettre de savoir que le client avance, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit obtenir comme résultat et voilà comment on mesure son avancement. Et ça, c'est vraiment un processus, hein. C'est pas mon client qui le décide, c'est vraiment le coach qui doit décider du processus et de comment il évalue. Et du coup, le partager avec son coaché, hein. Mais comment permettre à un coaché de rentrer dans ce processus sans se sentir infantilisé ou avec quelqu'un qui serait un peu professoral. Au contraire, on a une posture haute sur le processus, mais on va rester en posture basse sur la relation. Et la PNL permet vraiment de faire la différence et de travailler aux deux endroits. Alors, la PNL est nourrie et soutenue par ce qu'on appelle les postulats PNL. Donc, certains, évidemment, en connaissent. On est vraiment sur des règles de bien vivre avec soi, bien vivre avec le monde, et sont des règles d'estime de soi et de non-culpabilisation de l'être humain. Donc, toutes ces règles, elles sont vraiment à adopter au quotidien et ça va permettre de savoir à quoi se référer si mon client sort du cadre. Ça va me permettre de savoir comment recadrer si mon client sort du cadre. En fait, souvent, quand on veut partager une idée qu'on a apprise et qu'on trouve formidable pour avancer, on a souvent ce moment où on se dit « mais attends, ça, c'est ma vision du monde ». Là, les postulats PNL permettent de s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas ma vision du monde, même si je l'ai adopté pour moi-même, mais qui sont des règles communes à tous les gens qui réussissent. En fait, les postulats PNL, je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent, mais juste pour rappel, ce sont des croyances que tous les gens qui réussissent adoptent. En fait, on a fait des questionnements des gens qui réussissent et ils croyaient tous la même chose. Ils croyaient avoir toutes les ressources en eux pour atteindre leurs objectifs. Ils croyaient faire le mieux au moment où ils le faisaient. Ils avaient conscience qu'ils n'avaient pas le pouvoir sur l'autre, qu'ils avaient du pouvoir sur eux-mêmes. Vous voyez, donc il y en a entre 10 et 12, hein, à nouveau, des postulats et des présupposés, il y en a plein qui sont aidantes, mais dans la PNL, des purs et durs, il y en a 12 maximum. Tous les autres sont récupérés d'autres écoles, d'autres courants, mais qui sont tous orientés solutions. Et les compétences d'accompagnement au changement, peut-être que c'est là où la PNL s'inscrit comme vraiment différenciante par rapport à des formations de coach où on enseigne énormément la posture. Hein. Je trouve que c'est très important et mes propos n'est pas de dire les formations où on vous enseigne la posture ne sont pas bonnes. Hein. Au contraire, hein, évidemment, la posture du coach est un vrai élément de l'accompagnement. Mais peut-être que là où il y a vraiment une différence avec des formations PNL, c'est que les formations PNL enseignent aussi la posture, mais enseignent vraiment des méthodologies d'accompagnement. Et ce webinaire était un peu mon idée de vous apporter les éléments qui font vraiment la différence entre une formation sur la posture de coach et une formation où dans la PNL, on va apporter des compétences d'accompagnement au changement. Donc, en fait, les 3 compétences, c'est décoder les stratégies de réussite et d'échec de son coaché. Donc, vraiment avec un modèle de questionnement très, très important qui permet de rentrer dans un niveau de granularité hyper adapté à mettre en lumière les éléments qui sont vraiment à modifier et pas rester dans quelque chose de flou. Dans ces stratégies, on peut, je reviens sur la question de Jean-Marc tout à l'heure, dans justement le décodage des stratégies, il peut y avoir le comment on va savoir qu'on avance. Le cadre de contraste entre la stratégie aujourd'hui
les choses mises en place aujourd'hui par mon coaché et celles qu'il voudrait mettre en place après notre accompagnement. Et donc, vraiment faire ce qu'on appelle le cadre de contraste, hein, et c'est enseigné au premier module du praticien. Deuxième élément, poser un diagnostic et identifier le type de frein à l'action, le type de frein au changement. Et ensuite, d'appliquer un protocole en fonction de la problématique. Est-ce que c'est une problématique émotionnelle? On le partageait tout à l'heure avec Christelle, beaucoup de gens ont des problématiques d'émotion. Est-ce que c'est une problématique comportementale, c'est-à-dire je ne fais pas quelque chose que je devrais faire? Ou est-ce que c'est une problématique plutôt dans le mental, donc de valeurs, de croyances, de perception de son identité? Et auquel cas, on va avoir des protocoles qui vont être adaptés à chaque type de problématique. Oui, Lucille, je transmettrai le support. Donc, je rebascule dans le praticien. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on apprend au praticien? On a 3 éléments. Le premier élément qu'on va vraiment travailler sont les stratégies. En fait, la PNL, son fondement, c'est la modélisation des stratégies d'excellence. En français, c'est on questionne des gens qui réussissent et on leur pique leur méthode. Grosso modo, c'est ça. Toute la PNL repose là-dessus. On a questionné des gens qui savaient super bien communiquer, qui savaient super bien avoir des objectifs, qui savaient les réussir, qui savaient pratiquer de la récupération de ressources, qui savaient changer leur mental, qui savaient changer leur comportement relationnel, qui savaient accompagner au changement. On a modélisé tout ça et on a piqué les stratégies et on en a fait des formations. Grosso modo, la PNL, c'est ça. Donc, en fait, le premier module du praticien, c'est vraiment de réétudier comment on a fait pour questionner, comment on a fait pour modéliser, comment on a fait pour synthétiser les éléments qu'on devait intégrer dans notre état d'esprit, nos émotions, nos comportements, pour pouvoir aller vers une réussite que l'on décide. Évidemment, dans le coaching, quand vous rencontrez quelqu'un qui a un objectif dès la première séance et qui le suit, on ne s'en servira pas, mais c'est quand même très rare. En général, les gens, ils arrivent, ils ont une espèce d'amas de problématiques, ils en ont un peu dans tous les sens. L'objectif n'est pas très clair, ils ont plutôt des méta-objectifs ou ce que j'appelle moi des axes d'amélioration. Et donc, faire le tri dans tout ça va être très intéressant avec le modèle TOT, qui est un modèle qu'on partage dans les stratégies, et de mettre en lumière qu'est-ce que la personne fait qui n'est pas adapté, qu'est-ce qu'elle devrait faire qui serait adapté et comment on passe à l'action en ayant décodé les stratégies. Deuxième item du praticien, c'est le diagnostic. On est vraiment sur comment je fais pour diagnostiquer une situation alors que la personne n'a pas d'objectif. Souvent, quand on travaille en coaching, on a bien compris la clarification de l'objectif, détermination d'objectif, mais une fois qu'on a déterminé l'objectif, souvent la personne n'a plus de problème pour avancer. Et là où on rencontre des difficultés, c'est qu'on a quand même pas mal de clients qui n'arrivent pas à avoir l'objectif. Alors, ils en ont un, mais le coup d'après, ils le rechangent. Ils font ce que moi j'appelle l'objectif élastique, c'est-à-dire qu'ils en ont un, puis ils me disent oui, mais c'est pas vraiment ça, oui, mais c'est trop beau, oui, mais c'est pas ça le problème. Donc en fait, il y a un moment, il va falloir avoir un modèle qui permet d'identifier clairement où est le problème et à quel endroit je dois ramener de la ressource, à quel endroit je dois aller travailler. Et donc, il y a un modèle qui s'appelle le SCORE qui va travailler sur symptômes, causes, objectifs, ressources, effets. Vous avez compris, c'est l'anagramme. Et de pouvoir aller appliquer un protocole là où il y a vraiment la problématique. Évidemment, hein, si il suffisait de déterminer les objectifs pour que nos clients avancent, ça se saurait et on ne ferait pas des accompagnements de 10 à 15 séances. Fort heureusement, peut-être pour notre activité, bah oui, ça ne se résout pas en une séance et souvent, l'objectif n'est pas très clair. Et donc, ils arrivent plutôt avec des problèmes, des situations problématiques qu'on doit décoder, des problèmes qu'on doit transformer en objectifs.
des émotions qui posent souci et auxquelles il va falloir faire émerger les intentions positives. Derrière l'inconfort, il y a une intention positive. Parfois, c'est des problématiques de partie de soi en conflit. Hein. On est des êtres systémiques. Et donc, voilà, toutes les problématiques de choix, toutes les problématiques de conflit interne. On a des gens qui arrivent en se disant « mais je ne suis même pas d'accord avec moi-même, je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à l'intérieur, j'ai l'impression que mon pire ennemi, c'est moi-même. » Vous voyez, toutes ces formulations. En PNL, on a des protocoles qui permettent de travailler là-dessus. Dernier thème du praticien, c'est les protocoles. C'est vraiment appliquer les protocoles avec vraiment une version. On a un protocole pour neutraliser des émotions inconfortables récurrentes, le truc qu'on balade depuis des années. On a des protocoles qui permettent de prendre du recul, donc vraiment presque de se dissocier d'une expérience difficile du passé. On a un protocole qui permet de gérer les conflits internes avec soi-même et de restaurer un peu de qualité de vie avec soi, hein, vraiment. On a des protocoles qui permettent d'identifier dans quelle posture d'interaction je suis, dans quelle posture relationnelle et de gagner un peu de flexibilité dans la relation. On peut appliquer des protocoles d'approche narrative. Moi, je les intègre dans le praticien. Ce n'est pas le cas de tous les organismes à la formation à la PNL, mais je trouve que c'est très, très cohérent avec la PNL, donc j'intègre des éléments narratifs. Et puis, ce parcours de praticien, il y a des certifications. Alors, ce n'est pas une certification au sens universitaire du terme, mais on a la fédération NL-PNL qui nous demande de valider les compétences à la fin du praticien et à la fin du maître praticien. Si vous faites un parcours PNL, bah, vous aurez ce qu'on appelle un certificat praticien, un certificat ou un certificat maître praticien, suivant ce que vous faites. Est-ce que vous avez des questions sur la partie praticien, sur ce que ça peut apporter? Je vais vous partager les protocoles, donc les termes. Hein. Peut-être certains, vous en connaissez déjà dans vos formations. Mais pour ceux qui ont déjà fait le praticien, ça fera un petit point sur ce qu'on apprend dans ce que vous avez déjà dans votre besace. Est-ce que vous avez des questions? Donc, en fait, les protocoles, donc on a des protocoles qui travaillent avec le mental. Le décodage de stratégie avec le TOD dont je parlais précédemment permet vraiment que mentalement, j'ai tous les éléments qui me permettront de soit changer l'ordre, soit retirer un élément pour en mettre un autre et améliorer ma stratégie, soit complètement abandonner cette stratégie pour en mettre une autre à la place. Donc, il y a vraiment un travail de mentalisation des stratégies avec le TOT. Il y a l'exploration du problème avec le score. On n'est pas à l'abri que sur un malentendu, ça fasse déjà une bonne partie du boulot. Hein, le score est un moyen d'exploration du problème pour vraiment savoir où est-ce que je vais apporter de la ressource. Mais déjà, quand on fait le score, souvent les gens ressortent avec une espèce de nouveau souffle parce que c'est un protocole, un principe d'exploration qui permet de bien ranger tous les éléments d'une situation. Négociation entre parties en conflit, donc ça, c'est vraiment un protocole qui est très aidant quand on est en conflit avec soi-même. On peut l'appliquer aussi pour ceux qui font de la médiation. Voilà, c'est un protocole où on peut accompagner deux personnes avec exactement le même processus de questionnement que si on travaillait avec deux facettes de soi qui sont en train de se disputer intérieurement. Et vraiment, la négociation entre parties en conflit peut être de la négociation entre deux personnes. Donc, ça se réadapte en médiation. Dans les émotions, on a plusieurs protocoles au niveau du praticien. Isa, oui. Je me permets juste une question justement sur la négociation entre parties en conflit. Est-ce que je pense à une de mes jeunes que j'accompagne en prépa mentale, en natation, où elle, une de ses problématiques, c'est qu'elle a envie de gagner sa course et en même temps, elle veut pas gagner contre les copines. Tu vois? Ah oui. Est-ce que sur une négociation entre parties en conflit, ça c'est adapté pour ce genre de situation? Complètement.
Ok. Il faut juste bien nommer les deux parties positivement. Ok. Pour l'instant, ce qui maintient certainement le problème, c'est qu'elle a la partie « je veux gagner », donc gagner, contre la partie faire du mal à l'équipe. Et en fait, il faut qu'il y ait gagné et de l'autre côté, une verbalisation positive de ce que veut la partie. Sinon, ça ne va pas marcher. Oui. Ok. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie du protocole que de veiller à ce que les deux parties soient exprimées de façon positive dans la négociation entre parties. Ça fait partie de l'efficacité du protocole. Dans les émotions, changement d'histoire de vie, on est vraiment sur un protocole qui permet de travailler sur une émotion récurrente, inconfortable, qui s'active dans plein de domaines. Toutes les problématiques de je me sens mal dès qu'on me donne du feedback, toutes les problématiques de j'arrive pas à prendre la parole en public, qu'il y en ait un, qu'il y en ait 12, que je les connaisse, que je les connaisse pas, toutes les problématiques de syndrome d'imposteur, toutes les problématiques de je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas compétent, dans plein de domaines. Hein, c'est pas seulement à un endroit, c'est changement d'histoire de vie. On change pas la vie d'ailleurs, on change pas mais on change la façon dont on perçoit les expériences passées. Mais c'est vraiment un protocole qui est extrêmement intéressant pour changer des émotions qui nous embêtent et qui nous empêchent d'être à l'aise dans la prochaine fois où la situation va se présenter. Chaînage de réorientation, c'est un protocole que moi j'aime beaucoup, qui est vraiment un protocole qui permet de travailler sur une émotion qui grimpe trop vite, trop intense, sur un déclencheur qui, de ce que me dit la personne, ça n'en vaut pas la peine. Donc, c'est vraiment les moments où on part un peu en sucette, alors que franchement, après coup, on se dit, mais pour quelle raison je me mets dans un état pareil? Ça n'a aucun intérêt. Dissociation simple, là, on rentre déjà dans les protocoles où l'intensité émotionnelle est très importante. Il y a eu souvent des événements. J'ai besoin de prendre du recul, vraiment de façon importante, avec une situation passée. C'est une situation, mais l'émotion reste et je peux même avoir peur d'avoir peur à nouveau. Donc, on est plutôt sur des modèles de peur, d'appréhension et des situations, des événements qui se sont passés et où, voilà, ça s'est mal fini et où vraiment, j'ai cru qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et puis, moi, j'ai le protocole des mentors que j'intègre sur mon praticien et qui est un bain de ressources, en fait. Souvent, on finit par là. Dans la fin du praticien. Et donc, vraiment, c'est un protocole super, super sympa à faire pour faire un bain de ressources avec plusieurs de nos mentors. Dans les protocoles qui agissent sur nos comportements, sur nos actions, générateurs de comportements nouveaux, hein, vraiment avoir une vision très pratico-pratique de ce qu'il y a à faire. La stratégie de créativité de Disney, on a souvent des blocages en créativité, donc voilà, c'est un protocole qui est issu de stratégies qui étaient déjà mises en place par Walt Disney pour créer ces dessins animés. Et puis un protocole que j'aime beaucoup, qui est le protocole de changement de Gregory Bateson, qui est vraiment un protocole très pluriel, avec plein de positions de perception, avec une autre identité, avec d'autres comportements, avec d'autres croyances. Enfin, déjà, on rentre dans la sphère des identités et des croyances qu'on verra au Maître Pratt après. Et qui est un super protocole. Et on bascule au maître praticien. Donc, en fait, le maître praticien, et c'est pour ça qu'il y a un truc un peu en cercle, je trouve que, en fait, le maître praticien a vraiment vocation à revenir chez soi, à revenir. Alors oui, on va s'en servir pour accompagner les gens, bien évidemment, mais on va aussi accompagner les gens à revenir à l'intérieur d'eux. Et donc, le parcours du maître praticien en PNL, c'est pour les gens qui font ce parcours d'être très attentifs, à veiller sur soi et à devenir la meilleure version de soi. Donc, en fait, on a 7 axes de développement dans le maître praticien. Qu'est-ce qu'un maître, en fait?
au sens large du terme. Moi, j'aime bien revenir à ça. Et du coup, la notion de ce qu'on appelle le génie personnel, quels sont les éléments qui font de moi, à un moment donné, et c'est ça qu'on vise à la fin du maître praticien, un maître, en ayant développé les éléments, alors 6 ou 7, je ne sais plus, les éléments du génie personnel. On a un rappel du score puisque le score va nous soutenir à plein de moments dans le maître praticien. Donc, pour ceux qui ont fait un praticien, par exemple, dans d'autres organismes de formation où le score n'est pas intégré, il y a le rappel dans le maître prat chez moi. Et pour ceux qui ont déjà fait le score dans un praticien, je sais que tous les organismes ne l'organisent pas exactement de la même façon. Du coup, pour ceux qui l'ont fait, c'est un rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, ce sera une découverte. Et évidemment, on s'attachera à ce que vous l'ayez bien en main. On a un point, et c'est aussi un développement, parce que c'est vraiment quelque chose auquel moi je tiens. On a un point sur le certificat de maître praticien, qui est quelque chose d'un peu particulier. Et moi, je demande un mémoire. Le mémoire n'est pas un truc de 300 pages. Ça ne m'intéresse pas d'avoir tous les articles que vous allez lire, les gens qui ont travaillé sur ce que vous voulez partager, porter comme sujet de mémoire. Non, le sujet de mémoire, c'est vous. Donc, c'est 10 à 15 pages maximum. Et on est vraiment sur un principe de modélisation de quelque chose que vous ne savez pas encore faire au début du maître prat. Et donc, on a tout un espace pour regarder quelle est la modélisation que vous voulez mettre en place, comment on rédige le mémoire de façon très succincte, le rappel du TOT pour modéliser. Donc, on a un point là-dessus. Les métaprogrammes. Les métaprogrammes sont des biais cognitifs avec lesquels mon cerveau fonctionne. Et quand on est maître praticien PNL, on doit les identifier, les produire, en connaître les avantages, les inconvénients, les assouplir pour soi-même, mais vous entendez bien, les assouplir, permettre à mon client de les assouplir, accompagner avec ça, donner des tâches à mes coachés pour assouplir ces biais cognitifs qui finalement nous enferment dans des croyances, dans des émotions, dans des choses qui nous limitent, dans des manques de flexibilité. Nos biais cognitifs formatent notre vision du monde et si on apprend à les assouplir et à les modifier, eh bien, grosso modo, le monde nous appartient. Donc, on va le faire pour nous-mêmes et évidemment, c'est quelque chose qui est très important dans nos accompagnements de coaching pour accompagner nos coachés. On va avoir tout un travail sur les émotions et les valeurs. Quelles sont les familles d'émotions, comment on accède aux émotions, comment on accède aux messages positifs de nos émotions, comment on décompacte les symptômes. Et évidemment, vous entendez bien que tout ça va travailler aussi pour nos clients. Quand on l'a appris pour nous-mêmes, on va pouvoir accompagner nos clients dans le travail sur les émotions et les valeurs. Évidemment, c'est très, très lié. On passe à l'étape d'après sur l'identité. Vous avez dans le maître praticien tout un travail sur l'identité. J'aime bien dire que, en fait, je suis mon meilleur outil et remettre en lumière ce qui nous compose, ce qui est vraiment nos forces, peut-être nos zones d'ombre, nos conflits d'identité entre la personne qui veut… Je reprends l'exemple de tout à l'heure de Camille, hein, la personne qui veut absolument privilégier la relation avec ses copines, mais qui en même temps, donc en fait, il y a la gagnante et la copine, et c'est deux identités. Donc sur le même processus, étudié un petit peu différemment, parce que ça a un niveau un peu plus haut dans les niveaux logiques, sur le même processus que conflit de parties, on va travailler sur les conflits d'identité et se donner beaucoup de liberté à l'intérieur de ça. Reconnexion aux identités est un protocole que j'ai inventé. Quand on est, donc, moi je suis enseignante PNL, j'ai fait 3 fois le parcours complet et une certification d'enseignante. Et donc, voilà, on a pour petite mission à notre niveau d'inventer des protocoles. Donc, reconnexion aux identités est un protocole sur l'identité de façon très, très pratico-pratique sur la posture, en fait. Donc, on va pouvoir adapter pour nous-mêmes et aussi faire travailler à nos clients.
Et puis, tout ce qui concerne la croyance, évidemment, nos croyances, la croyance la plus forte, la plus limitante finalement de notre personnalité, elle a été mise en place dans une expérience empreinte dans l'enfance. Donc, on a un protocole qui s'appelle le reimprinting et qui permet d'aller désactiver cette expérience empreinte sur la partie négative et de récupérer la croyance structurante qu'on va pouvoir ramener jusqu'à aujourd'hui. On travaille aussi sur les présupposés du langage, donc il y a vraiment tout ce qui vient soutenir notre langage en termes de croyances limitantes ou aidantes, de les remettre en lumière. J'aime bien travailler sur le tétralène, qui est en fait un modèle qui permet de travailler sur les croyances avec si la croyance est vraie, si la croyance est fausse, si la croyance n'est ni l'un ni l'autre, si la croyance est vraie dans le passé mais plus dans le futur, si elle est vraie dans le futur mais plus dans le passé, enfin voilà, espèce de matrice en fait sur la croyance. J'intègre aussi le Dynamic Spin Release qui nous est partagé par un Team Album qui est un enseignant PNL, et je trouve que pour travailler sur les croyances, c'est en récupérer le cadeau, hein, parce que finalement, même une croyance limitante nous donne de très belles intentions positives et des cadeaux, donc j'intègre sur la partie croyance. Et puis un switch, donc c'est un protocole qu'on apprend normalement aux techniciens dans beaucoup d'organismes, mais qu'on peut réappliquer sur la croyance et qui va travailler aussi sur toute notre structure comportementale suivant notre croyance intérieure. Dernier élément, modélisation pour de vrai, l'interview du modèle, le mémoire à rendre. Encore une fois, c'est vraiment très succinct et c'est plutôt de nous partager à l'écrit ce que vous avez développé, compris sur vous-même et ce que vous allez avoir comme objectif après un maître praticien, puisque au final, l'objectif global d'un maître praticien, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le contenu? Je vais vous partager évidemment quand est-ce que sont les prochaines formations et combien, voilà, les dates et combien ça coûte et quels sont les financements possibles. Mais voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si ce que j'ai… J'arrête le partage quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que… Ça donne grave envie de le faire, pas pour accompagner, mais pour soi. Oui. Moi, ça m'a donné grave envie de le faire pour moi. J'ai juste une question. Alors, du coup, tu sais, hein, moi, je suis praticien. J'ai jamais osé, et je ne sais pas si ça se fait de certains protocoles, de les faire seul, de s'auto-proposer un protocole. Genre, tu vois, je pense à un changement d'histoire de vie. Est-ce que, en tant que prat, je peux me le faire à moi-même si j'ai identifié un truc? Mais oui, on se doit finalement, dans notre posture de coach, d'appliquer. Donc, faites-les le plus souvent possible sur vous-même. Quitte à ne pas avoir tout de suite des résultats de dingue. Peu importe. Non, mais oui, ça a du sens. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette idée que, justement, le fait d'être guidé, c'est beaucoup plus facile de partir quand tu es guidé, etc. Et je me dis, du coup, je me mets un frein en mode, si tu fais tout seul, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, pas du tout. Non, bah, ça a au moins l'intérêt de te le faire réviser. Hein. Oui. Ne serait-ce que ça. Parce que oui, on ne fait pas forcément des changements d'histoire de vie tous les 4 matins. Donc oui, au contraire, il n'y a pas d'effet indésirable et de contre-indication sur les protocoles PNL. Ça ne peut pas faire, je dis toujours, ça ne peut pas faire pire que ce qui n'est déjà. Donc, au final, ça pourra peut-être ne rien faire. Moi, en 20 ans de pratique, ça ne m'est jamais arrivé, il y a toujours eu un changement, mais je reste prudente. Hein, on ne sait jamais, hein, sur la malentendu, voilà, ça peut ne rien faire, mais ça ne peut pas mal faire. Ok. Allez-y, retournez le truc, même si vous oubliez une étape, machin, parce que toujours ce truc, la première fois que j'ai ouvert un bouquin de PNL, où je me suis dit, bon, allez, je vais tester l'ancrage, il y avait marqué auto-ancrage. Ok, super. Donc, je lis, j'ai mon petit bouquin, la première phrase, c'est « fermez les yeux ». Donc, j'en ai fermé un, j'ai continué à regarder comme ça, ce n'était pas pratique, hein, évidemment. Donc, oui,
quand on s'auto-guide, ouais, il y a des trucs, c'est pas complètement dans les clous. C'est pas grave, c'est pas grave. Entraînez-vous. Vous êtes votre meilleur client. Et c'est vrai que le maître praticien, c'est vraiment un travail sur soi. C'est vraiment, je trouve que c'est un cadeau à se faire. Enfin, voilà, je suis pas du tout impartiale, hein, toujours pareil. Ouais, ça donne plus envie de se le faire en effet pour soi, plus comme un espèce de stage de dev perso pour soi que finalement apprendre encore quelque chose pour délivrer Ouais, et en derrière, même quoi. temps, tu ne pourras pas t'empêcher, alors j'espère voilà, porter fortement le programme du maître praticien et assez fortement pour que les gens en aient des effets aussi forts que ce que moi j'ai vécu. Et derrière, on ne peut pas s'empêcher de se dire ah, mais je vais le faire partager aux gens que j'accompagne, en fait. C'est ce qui s'est déjà passé pour les premiers modules et pour nos formations, quelles qu'elles soient, parce que d'un seul coup, on a eu tellement des modifications pour nous-mêmes que c'est ça qui nous donne envie de le faire avec d'autres et de le faire toute la sainte journée. Donc, le maître praticien, enfin voilà, moi je ne me lasse pas de faire partager certains concepts et protocoles aux gens que j'accompagne parce que je sais d'avance quelle tête ils vont avoir à la fin et ça me ravit. Merci. Donc, je vous partage la version un petit peu plus pratico-pratique, histoire de ne pas vous garder trop longtemps. Je sais que j'ai dépassé un petit peu. Donc, en fait, le praticien, c'est 12 jours en présentiel. Il y a quand même un prérequis, si jamais il y en avait, je pense Enzo, qui n'ont pas du tout fait, fondamentaux, techniciens, il y a quand même un bout de prérequis que je regarde le programme que tu as eu pour savoir s'il y avait des éléments qu'il faudrait intégrer ou pas. Sachant qu'à partir de septembre, je vais mettre en place un pack de révision de fondamentaux techniciens en vidéo. Donc, ça aussi, tu vois, tu as fait un truc qui peut, si jamais ça t'intéresse, voilà, ça peut permettre d'avoir les compétences principales de fondamentaux et techniciens de façon très succincte. C'est évidemment du pack vidéo, donc ce n'est pas avec le formateur en présentiel, mais voilà, ça peut permettre, quand on a déjà fait des formations de coaching, de juste se remettre dans les clous et d'intégrer le langage, en fait, le champ lexical de la PNL. Donc, 12 jours le praticien, le maître praticien, 21 jours. Donc, on a vraiment ces deux parcours qui sont assez conséquents. Le praticien est plus léger que le maître praticien. Le maître praticien, c'est vraiment voilà, un investissement personnel en temps d'abord hein, et aussi financièrement. Le prochain praticien 2022 commence en septembre. Donc, si jamais ça vous intéressait, c'est maintenant les inscriptions. Je l'ai étalé. J'ai fait 3 jours en septembre, 3 jours en octobre, 3 jours en novembre, 3 jours en décembre. Donc, 3 jours, c'est en semaine. À part le premier module qui est sur un mardi, mercredi, jeudi, sinon tous les autres sur des lundis, mardi, mercredi. Voilà, c'est un module de 3 jours étalé sur 4 mois. Le tarif, ah oui, pardon, il y en a un autre qui est prévu en 2023 et qui commencera en mai 2023. Si vous avez envie d'accélérer votre activité, c'est maintenant. Si vous avez tout votre temps, et c'est tout à fait possible, j'en fais au moins un par an, parfois 2. J'essaye d'en mettre un là, tous les semestres. Le tarif, donc on a un prix plancher pour les particuliers. Si vous êtes en financement personnel, c'est 2 100 €. On va revenir après sur les financements. Le maître praticien, 21 jours. Le prochain maître praticien commence le 8 octobre. Il est étalé volontairement. Vous avez un week-end par mois, sauf le mois d'août. Il y a vraiment, pour moi, un travail de long terme. Chaque module, vous allez pouvoir les intégrer tout de suite dans vos accompagnements. Donc ça, voilà. Mais justement, j'ai fait plusieurs versions. Je travaille pour d'autres organismes de formation et je trouve que c'est vraiment un parcours où il faut prendre du temps. Donc, comme c'est moi la chef dans mon organisme, je décide comme je veux chez moi. Le montant est à 3 675, qui est vraiment le prix le plus bas pour un particulier. Les financements. Donc, vous pouvez vous le financer
personnellement, bien évidemment. Dans ce cas-là, c'est vraiment le prix plancher. On a essayé de faire des prix vraiment les plus bas, en tous les cas, qu'on pouvait le faire. Évidemment, il faut quand même qu'on gagne notre vie et qu'on valorise ce qu'on vous apporte. On fait des étalements de paiement si c'est votre financement personnel, vous n'avez plus de CPF, de machin, d'entreprise. Hein. On fait des étalements pour des sommes de cet ordre-là. Bien évidemment, vous pouvez payer en plusieurs fois. On a des financements CPF. Donc, en fait, il y a une partie du praticien et une partie du maître praticien qui peuvent être financés donc à hauteur de 1 750 € par le CPF. Le CPF, il y a un prérequis qui est d'assurer la Caisse des dépôts et des consignations que vous êtes bien dans une démarche de création, de reprise d'entreprise, d'activité d'indépendant. Alors, évidemment, vous êtes coach, je suis sûre que vous êtes dans cette démarche-là, mais voilà, je préfère le redire. Peut-être pour Jean-Marc, voilà, on est un petit peu en… Tu restes en interne, pas vraiment développement d'activité en tant qu'indépendant. Donc, le CPF, nous, on a présenté une formation. Si vous avez envie de passer par votre CPF, on vous donne le lien. Enfin, voilà, vous revenez vers nous. Et il y a 1 750 € qui peut être financé dans le cadre du CPF. Le complément sera financé sur vos fonds personnels. Vous pouvez faire financer par l'OPCO de votre entreprise et demander à votre entreprise de passer par leur OPCO. Il y a des OPCO spécifiques pour ceux qui sont intermittents spectacle ou profession libérale. Le FIFPL finance pour certains une partie. Je crois que alors moi, je suis profession libérale dans l'accompagnement, j'ai 750 € par an. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire. L'AFDAS, parfois, finance l'ensemble. Hein, j'ai eu des financements avec l'AFDAS, donc qui est l'OPCO pour les intermittents spectacles, les auteurs, enfin voilà, si vous avez écrit des chansons, vous pouvez passer par là. Le Pôle emploi, je viens de finaliser les inscriptions sur la plateforme Kairos. Il faut inscrire sur 3 plateformes différentes pour arriver jusqu'à Kairos Pôle emploi. Mais voilà, on est présent sur cette formation du praticien qui commence en septembre. Donc, si ça vous intéresse, pareil, je vous demande quelques jours d'attente, le temps qu'ils traitent les dossiers, mais normalement, ce sera possible de financer tout ou partie, je ne sais pas comment il fonctionne, par le Pôle emploi. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. En tous les cas, j'ai passé un joli moment à vous partager tout ça. Je vous souhaite une bonne après-midi. Puis je vous dis à bientôt. Vous revenez vers nous quand vous avez envie. Merci Isabelle.